Bonjour, merci d'être avec nous ici à Dracy-Saint-Loup en Saône-et-Loire pour un nouveau numéro de Dimanche en politique. Une fois par mois, on sort de nos plateaux pour parler plus librement des sujets qui font débat. Et aujourd'hui, au cœur de cette exploitation, on nous accueille Patrice et Agnès Brocard. Nous allons nous demander quel modèle pour l'agriculture. Un sujet au cœur de l'actualité avec la polémique autour du projet de ferme pour 4000 veaux près de Digoin ou encore le bras de fer européen autour de l'utilisation du glyphosate. Avec nous sur ce plateau, Xavier Niaud, bonjour. Vous représentez les agriculteurs bio de la Nièvre, membre de Bio Bourgogne. Frédéric Brochot, bonjour. Vice-président du conseil départemental de Saône-et-Loire, chargé de l'agriculture. Vous êtes éleveur. Vous-même, Luc Janin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire départemental de la FDSEA de Saône-et-Loire. Émilie Janin, bonjour. Pas bonjour. de rapport familial entre vous deux. Élu de la Confédération paysanne, vous êtes éleveuse en Côte d'Or. Et Robin Villemen, bonjour. Bonjour. Sociologue, enseignant-chercheur à AgroSup Dijon qui forme des ingénieurs. Quel modèle donc? Je le disais, alors on a mis un pluriel, on va voir qu'il est peut-être diplomatique, on va en reparler. Pour être lapidaire et un poil provocateur, l'agriculture française a nourri le pays après la guerre. À l'époque, on faisait de l'acier, on faisait du charbon, on faisait des chaussures, on faisait plein de choses. Aujourd'hui, on voit qu'une partie de notre activité a quitté le pays, je pense à l'industrie. Est-ce que l'agriculture d'aujourd'hui, c'est la même? Est-ce qu'elle doit se réorienter vers quelque chose? On parle beaucoup de produits de luxe en France aujourd'hui. Frédéric Brochot. Commençons par vous qui, au conseil départemental, voyez les subventions, l'aide aux agriculteurs. Est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'elle doit aller vers autre chose? En mettant les pieds dans le plat tout de suite. Moi, je ne pense pas. Il ne faut pas emmener notre agriculture réellement à l'extérieur. Et au contraire, nous, ce que l'on fait au point de vue du département, c'est garder une très forte proximité envers notre agriculture et continuer à l'accompagner. Comme vous le savez, la loi NOTRe est passée par là. L'agriculture en général, tout ce qui est économique, repart sur la région. Oui. Mais nous, dans notre département, et je vous remercie en plus d'avoir choisi la Saône-et-Loire pour cette émission, on est quand même un des premiers départements nationaux par rapport à la production agricole. Nous, on fait réellement un travail de proximité, d'accompagnement, et on a une agriculture avec différents modèles de travail, d'exploitation, et c'est bien pour cela qu'il faut accompagner. Chaque modèle est une niche, je dirais, et qu'il faut exploiter, accompagner dans la mutation, et pour, je dirais, redonner un avantage à notre agriculture française. Xavier Niaud, tous les modèles ont leur place, ou vous faites partie de ceux qui pensent que chercher plus grand, chercher plus important, c'est une erreur? Alors, je fais partie de ceux qui pensent que chercher plus grand, ça ne serait pas forcément la bonne solution. Par contre, effectivement, tous les modèles ont leur place et il n'y a pas un système qui est 10 fois meilleur que l'autre. Je veux dire, voilà, l'agriculture bio amène un certain nombre de solutions qu'elle partage avec ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. Si ça permet de faire avancer les choses, c'est déjà un gros progrès. Luc Janin, à côté, vous êtes secrétaire de la FDSEA de Saône-et-Loire. Est-ce qu'aujourd'hui, ces questions se posent? Je pense à l'intérieur de votre syndicat, par exemple. On sait qu'on est dans l'élevage aujourd'hui, on va beaucoup parler d'élevage finalement. On sait que l'organisation des filières, c'est quelque chose de compliqué. Est-ce qu'il y a des agriculteurs qui se disent aujourd'hui, est-ce que nos modèles sont les bons? Alors, déjà, je rejoins ce qui vient d'être dit. Différents modèles existent, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires et ont toute leur part dans le schéma aujourd'hui, parce qu'ils répondent à des demandes différentes. Et donc il faut... Et est-ce que tout le monde vit avec ces modèles? Alors tout le monde vit, c'est quoi vivre? Correctement, non? Si c'est vivre correctement, aujourd'hui tous les schémas ont des difficultés à avoir une pérennité, bien sûr, mais tous les schémas, parce qu'il y a des questions qui se posent de société, mais aussi d'orientation politique avec l'Europe, avec les accords de l'OMC qui viennent perturber l'équilibre même de nos choix. Voilà, on a fait des choix depuis maintenant une trentaine d'années qui ne sont pas forcément suivis par le reste du monde. Donc ces équilibres économiques, ils sont à mettre à ramener de la... Et il y en a qu'il faut laisser tomber à cause de ça? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut réfléchir ensemble avec les politiques, et je crois qu'on n'échappera pas à un pacte de confiance entre le producteur,
l'État, les filières et le consommateur. On va y venir au consommateur. Je vous ai entendu rire, Émilie Janin, quand j'ai posé, alors avec peut-être un peu de malignité, la question est-ce que tout le monde vit dans tous les modèles? C'est pas forcément votre position? Oui, je vais être un peu plus nuancée que mes collègues qui viennent de parler. C'est-à-dire que malheureusement, on est dans une crise. Enfin, moi, j'entends beaucoup de paysans et d'éleveurs notamment qui ont du mal à vivre, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. J'ai assisté aux travaux des ateliers généraux de l'alimentation lancés par Macron à Paris. On voit qu'il y a un gros problème entre ce qu'offre la distribution et les agro-industriels de l'alimentation et ce que demande le consommateur. Ça fait des années que le consommateur a du mal à se retrouver, en tout cas dans ce qu'on lui propose. Et là, il va être temps de prendre des décisions politiques. Alors après, effectivement, sur le terrain, il y a différents modèles d'agriculture qui se croisent, mais ça n'empêche pas et ça ne pourra pas... ça peut pas dédouaner le fait que là on est à un moment crucial et on a besoin d'une politique agricole et alimentaire forte, et ça doit passer par le politique, c'est sûr. Il va falloir faire un choix si on veut une vraie politique agricole pour produire de l'alimentation de qualité pour nos concitoyens, pour qu'ils soient en pleine santé et que les paysans puissent en vivre. Elle vient de dire, Émilie Janin, on est à un moment charnière. Le sociologue que vous êtes qui analyse la vie du monde agricole et la façon dont ça évolue, et puis vous l'enseignez à des élèves ingénieurs. Vous êtes d'accord avec ça? On arrive à quelque chose à un moment donné? Il y a eu des évolutions. Je parlais de l'après-guerre en ouverture d'émission, et là on est à un autre moment. Oui. Je pense que l'agriculture s'est transformée depuis très longtemps, depuis l'après-guerre, qu'elle continue à se transformer, elle continuera demain. Il y a eu un article du professeur Bruno Lemery qui était à AgroSup Dijon pendant longtemps, qui avait écrit « Les agriculteurs dans la fabrique de l'agriculture ». Elle change aussi parce que les agriculteurs changent. Un agriculteur sur deux qui part à la retraite est remplacé, et 1 sur 3 des personnes qui reprennent des exploitations ne viennent pas du milieu agricole. Les agriculteurs aussi ont conquis la reconnaissance de leur statut professionnel alors qu'ils étaient des paysans. C'était toute une époque, les années 70, 80, jusqu'aux années 90, et ils découvrent que non, leur statut n'est pas acquis, qu'ils sont critiqués, et que les systèmes qu'ils ont mis en place sont confrontés à des limites diverses. Et donc, effectivement, elle va continuer à se transformer. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de directions. La grosse question qui se pose, c'est est-ce que les différents modèles qui ont été évoqués seront compatibles ou pas, peuvent coexister, ou est-ce qu'il y en aura qui seront dominants, qui écraseront les autres? Alors, voilà, bien sûr. Ça nous ouvre sur la question suivante, ou la suite, effectivement, parce que on est ici dans un élevage, c'est du charolais, c'est à l'échelle de l'agriculture mondiale, on pourrait presque dire qu'on est dans du produit de luxe, à côté de beaucoup de choses. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi, vous disiez, impact pour la dimension alimentaire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ne faire que ça? Ça veut dire qu'on peut continuer à faire du lait, des céréales pour des choses qui vont être les produits transformés? Parce que le grand public ne s'en rend pas compte qu'il y a quand même une part de l'agriculture qui ne fait pas ça. Il y a une part de l'agriculture qui produit tout ce qui part dans les produits transformés qu'on rachète après en grande distribution. Frédéric Brochot, il va falloir choisir quand même. Émilie Janin, elle pense qu'il va falloir choisir. De toute façon, il y a un choix à faire. Mais l'agriculture, elle est quand même continuellement en mutation, je dirais. Et les éleveurs, les agriculteurs en général, qu'ils soient bio ou qu'ils soient conventionnels, comme on le dit, participent à cette mutation. Et on doit être à l'écoute, nous également, mais on doit être à l'écoute du consommateur. Aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il faut réfléchir... Exemple des œufs, en 2 ans, le marché des œufs a été complètement révolutionné par le fait que les gens ne veulent plus que des œufs de plein air. Et c'est allé très très vite. On voit que les choses vont plus vite qu'elles allaient à une époque. Oui, et c'est là qu'il faut répondre aux attentes également du consommateur. Et c'est là qu'il faut qu'on accompagne aussi. Mais il y a une très forte communication aussi pour arriver à ces schémas-là. Mais je pense qu'il faut quand même être à l'écoute de tous les producteurs, de tous les agriculteurs, pour que cette mutation, elle se fasse, je dirais, logiquement. Et surtout, ce qu'il faut arriver à redonner, et cette mutation se fera encore plus facilement,
on peut faire des états généraux de l'alimentation, mais s'il n'y a pas un axe, et ça je le demande, et avec mon président Akari, on l'a déjà redemandé également auprès du ministre, c'est de redonner du revenu à nos agriculteurs. Tant qu'il n'y aura pas de revenu, ça ne changera pas. Alors on fait comment? Revenu, puis vous allez nous parce dire. qu'on a demandé, la Confédération paysanne a demandé, puis s'est félicité parce que Macron a annoncé le 11 octobre dernier à Rungis qu'il allait avoir une loi sur le revenu des producteurs. Effectivement, si ça passe pas par une loi, nous on pense que ça va être compliqué, que ça vienne directement du bon vouloir des agro-industriels et des gens qui tiennent l'agro-industrie. Par exemple, là j'ai lu vendredi dernier un communiqué de presse d'une coopérative céréalière qui annonçait fièrement 2 millions de résultats pour l'année passée. Sauf que enfin moi personnellement, puisque je fais un peu de polyculture, mais tous mes voisins, on vend nos céréales, enfin ils nous les achètent au cours mondial. Or les coopératives, elles ont acheté les meuneries, elles ont acheté des filières de boulangerie. Alors j'ai du mal à comprendre, alors qu'elles sont structurées, qu'elles ont acheté toutes ces étapes de la chaîne alimentaire, toute la filière, ils la détiennent. Pourquoi on continue à nous l'acheter au cours mondial? Et comment il n'y a pas plus de bruit que ça? C'est complètement indécent qu'une coopérative ose afficher 2 millions de résultats alors que les producteurs n'ont même pas eu des... Enfin voilà, ils n'arrivent pas à boucler leur... Pardonnez-moi, mais vous appelez l'État au secours, vous demandez des lois. Moi j'ai l'impression que le monde agricole, il est depuis longtemps structuré autour de décisions de l'État, il y a des décisions de l'Europe, il y a des décisions du pays. Xavier Niaud, vous, votre position c'est aussi ça? Il faut structurer plus, faire une loi ou le bonheur est ailleurs, où la solution est autrement? Non, il faut évidemment structurer davantage. Il faut que le revenu des agriculteurs puisse augmenter. Ça, c'est une évidence. Après, chacun cherche... Et ça va de pair avec ce que disait Robin Villemen tout à l'heure. C'est-à-dire il y a une nouvelle génération aussi qui acceptera plus de ne pas gagner sa vie et de travailler à perte aussi. Ah ben, il y a non seulement une nouvelle génération, mais il y a l'ancienne qui s'en va. Oui. Il y a des défections en cours de travail, enfin, de carrière, voilà, en fait. cours de carrière, ouais. ce qui n'arrivait jamais il y a 30 ans en arrière. Ouais. Et c'est un vrai problème, ça, au niveau agricole. Il y a un rapport de l'INSEE qui dit que le bio peut être plus rentable que le conventionnel, oui, qui est sorti il y a quelques jours. Alors, je résiste pas, puisqu'on parle de revenus et de rentabilité. Vous partagez ça? Mais je suppose. C'est pas faux, c'est une évidence. Mais après, je veux dire, tout le monde ne peut pas être bio en même temps. Ouais. Il faut le temps de structurer les filières, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc le grand fantasme de tout doit être bio, on doit faire du bio dans toutes les cantines, on doit faire ça partout, c'est pas si simple que ça, c'est ça que vous nous dites? C'est pas si simple, mais ça c'est possible. Oui. À ce niveau-là, c'est possible. Les cantines, oui. Mais toute l'agriculture, voilà. non. Après avoir du jour au lendemain 30 ou 50% de bio, d'agriculteurs en bio, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça progresse, de toute façon, c'est pas par hasard qu'il y a 20 fermes par jour qui passent en bio aujourd'hui. Il y a une réelle demande. Je veux dire, l'an dernier, les chiffres qui sont donnés, c'est 7 milliards de consommation produits bio. Essentiellement la viande, les légumes, les produits laitiers et les œufs, dont on parlait tout de suite. C'est pas le hasard. C'est plus un marché de niche. C'est vraiment quelque chose qui se développe et qui va continuer à se développer. Luc Janin, revenu des agriculteurs, vous, à la FDSEA, c'est aussi un de vos axes de bataille, mais on fait comment? Oui, alors il a été évoqué les états généraux de l'alimentation. Ouais. Moi, on attache une importance toute particulière à ces travaux. Pourquoi? Il y a deux volets. Le premier volet qui a été pas conclu puisqu'il est toujours en travail, mais c'est de dire une meilleure répartition des marges tout au long d'une filière. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les grands perdants du schéma actuel, c'est à la fois le producteur et le consommateur. Donc il faut absolument, et quel que soit le mode de production, qu'on soit en bio ou en conventionnel, si un produit ne répartit pas la marge tout au long de ses échelons, forcément il y aura des gens qui vont pas pouvoir suivre le schéma. Et ça, c'est une loi, c'est une intervention de l'État, de votre point de vue? Sur ce volet-là, oui. Sur ce volet-là, de toute façon, il faut encadrer les promotions, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire. Il y a le deuxième volet des EGA de l'alimentation qui sont sur la qualité, sur l'environnement, sur ces choses-là. Et il y a quand même une contradiction dans notre pays, dans l'Europe, etc. Du fait qu'on choisit un schéma de production respectueux et dans le même temps, on signe des accords OMC avec le Mercosur, avec le Canada, avec des choses comme ça, qui laissent rentrer des produits qui ne sont pas normés autant que les nôtres.
have told. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old. Oh baby, we'll be one day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old. Oh baby, we'll be one day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old. Bonjour, on se retrouve ici à Dracy-Saint-Loup dans l'exploitation d'Agnès et Patrice Brocard. On parle des modèles de l'agriculture et il faut vous le dire, il fait des conditions météo absolument dantesques. Il y a de la neige, il y a de la pluie, le groupe électrogène a l'air de souffrir beaucoup dehors, donc on espère qu'on va pouvoir continuer notre discussion en remerciant nos 5 invités qui ont aussi défié des conditions météo dantesques pour venir nous rejoindre. Allez, il nous reste une dizaine de minutes d'émission. Robin Wilmen, vous disiez tout à l'heure nouvelle génération et on pourrait dire nouvelles conditions dans lesquelles évolue le monde agricole. On parle d'environnement, on parle de pression des consommateurs, on parle de conditions animales, ce qui n'existait pas non plus avant. Les étudiants avec lesquels vous travaillez, vous leur enseignez ça aussi. Maintenant, il va falloir tenir compte de tout ça. Bien sûr. Alors, non, je voulais revenir sur ce que disait aussi M. Brochot, c'est que l'avenir de l'agriculture peut être logique. Moi, je dirais plutôt qu'il est négocié. Et donc les états généraux de l'alimentation ou les réunions comme aujourd'hui, eh bien, sont des lieux de discussion. C'est un monde qui discute beaucoup, le monde agricole en général, qui a des traditions de réunions. Et en même temps, l'avenir de l'agriculture, les différents modèles résulteront aussi des différents rapports de force qu'il y a dans les filières ou au niveau des territoires. Donc ce n'est pas seulement qu'une question de logique ou de prendre en compte des problèmes environnementaux, sanitaires qui sont présents et aussi d'exploitation vivable. Un rapport récent montre que les agriculteurs sont la profession qui se déclarent le moins souvent heureux. 5% des agriculteurs seulement se disent heureux. Et on parle beaucoup des taux de suicide dans le monde rural qui sont très importants. Mais ce qui est surprenant, c'est que les ouvriers agricoles, eux, c'est plus de 30% qui sont heureux. Et donc on voit qu'il y a un poids très lourd sur les épaules des agriculteurs, des agriculteurs qui se sont structurés sous la forme d'une profession, qui se sont isolés. Ils répondent qu'ils sont à plus de 50%, ils se considèrent comme isolés. Et donc il y a aussi toute une dynamique d'agrandissement, d'agriculture de précision, mais aussi de reterritorialisation, de dialogue. Et le dialogue, c'est pas que aux États généraux, c'est aussi avec les voisins. Donc il y a pas loin d'ici, vers Arnel-Duc, il y a les cafés paysans qui se mettent en place. Et donc il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est pas que au niveau de la recherche, l'avenir de l'agriculture, c'est aussi ce que les agriculteurs, en lien avec leur voisinage, en feront aussi. Ça fait partie aussi des choses à changer dans le monde rural. C'est un monde très syndiqué, le monde agricole, avec des structures qui étaient très fortes, qui fonctionnaient beaucoup.
Est-ce qu'on est en train aussi à la charnière de quelque chose là-dedans, avec des choses autres? Émilie Janin et Frédéric, vous allez dire. Oui, Émilie. c'est un peu en train de... Enfin, les syndicats, c'était un monde très syndiqué, mais Oui. alors l'agrandissement des fermes a quand même contribué effectivement à ce que les paysans aient de plus en plus de travail, donc de moins en moins de temps pour sortir. Donc les syndicats voient quand même leur nombre de cotisants diminuer. Pour autant, enfin ça dépend, hein, mais ça c'est une tendance générale, tous syndicats confondus. C'est sûr que plus on travaille, moins on a de temps pour sortir, moins on a de temps d'avoir du temps pour sa famille si on en a une, parce qu'il y a beaucoup de célibats. Et voilà, donc nous, c'est clair qu'on prône une agriculture plus paysanne. Enfin, l'agriculture paysanne, c'est clairement un projet de la Confédération paysanne qui s'ancre sur des terroirs avec des relations sociales extérieures. Enfin, moi, personnellement, je suis plutôt heureuse dans ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est un tabou aussi. Il y a effectivement, faut faire attention parce que c'est aussi très tabou de dire dans le monde paysan, je suis heureux dans mon boulot. Hein, c'était culturel aussi de se dire, je travaille dur, je force, parce que attention, c'est très mal vu si on se dit heureux et voilà. Frédéric Brochot. Non, sur ce sujet-là, nous, ce que l'on met... Et sur l'augmentation de la taille, parce que ça fait plusieurs personnes qui disent la tendance a été d'augmenter les tailles et que du coup les gens ont plus sur le dos, ils sont moins heureux, c'est plus difficile. Ben, c'est sûr que de toute façon, on se rend compte sur notre département que les exploitations ont augmenté de taille. Hein. Nous, ce que l'on fait pour accompagner, et je dirais pour être plus en lien avec la société en général, on a déjà adhéré le département à AgriLocal, ce qui permet tout éleveur confondu, que ce soit conventionnel ou bio, d'adhérer et également de rentrer sur le code du marché public pour permettre de fournir les collèges. Je salue également la région adhère depuis quelques semaines à cette base. Pour les lycées, on va travailler aussi et consommer, je dirais, local. Et également, ce que l'on met en place aussi pour permettre aux éleveurs et à nos agriculteurs de, je dirais, sortir un petit peu de leur exploitation, on va appuyer également notre soutien sur les services de remplacement, qui puissent avoir des contacts extérieurs à leur exploitation. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos agriculteurs ont besoin également de sortir de leur exploitation. Un mot, on parlait des pressions extérieures tout à l'heure. On peut prendre l'exemple du dossier actuel du glyphosate où alors tout le monde se l'envoie à la figure. On a du mal à y voir clair d'ailleurs. Mais cette pression aujourd'hui des consommateurs qui disent par exemple moi je veux plus de produits phytosanitaires et le monde agricole qui a l'habitude de travailler avec, qui a des modèles économiques qui s'en servent, c'est nouveau aussi ça, Luc Janin, il y a quand même de ressentir cette pression. Est-ce que vous sentez un rapport différent avec les consommateurs aujourd'hui ou pas? C'est une des nouveautés du monde rural, ça, du monde agricole aujourd'hui, pardon, agricole pas rural. Alors je pense que notre principal défaut à nous agriculteurs, c'est de ne pas être des grands communicants. Notre première mission, on l'a toujours vu comme produire du mieux qu'on pouvait par rapport à ce qu'on nous demandait de faire. Par contre, la communication nous échappe et c'est pas notre cœur de métier. Je pense qu'on a tort. Je pense qu'il faut qu'on aille vers le consommateur pour expliquer nos pratiques, ce qu'on fait. Et le sujet du glyphosate en est un d'ailleurs, puisque les pratiques qui sont faites chez nous, tant en céréales qu'en élevage, répondent à des règles pour protéger le consommateur, alors que dans le même temps, ce que je vous disais tout à l'heure, des importations de produits sont réelles sur nos territoires d'Europe, et là, pas forcément avec des contrôles de normes qui sont au même niveau que les nôtres. Et les agriculteurs ressentent ça un peu comme une injustice, c'est-à-dire ils font des progrès, ils recherchent en permanence le progrès qu'on nous demande, et c'est normal, c'est normal. Par contre, derrière ça, il y a de l'importation qui n'est pas vérifiée et qui ne permet pas de répondre. Xavier Niaud souriait un peu à côté de vous à ce moment-là. Tu n'es pas forcément d'accord sur C'était quoi? C'est sur on fait des efforts, on fait des progrès? Oui, non. Alors c'est vrai que le problème des importations, là, on ne le maîtrise pas du tout. Après, sur le problème des progrès, on a mis en place quand même il y a 7-8 ans un plan éco-phyto qui devait permettre de baisser de 50% les produits phyto. Puis on s'aperçoit au bout du compte qu'on a quand même augmenté la consommation. Donc, le glyphosate, c'est vraiment l'exemple type dont on peut parler. Je vais au bout, c'est quoi ça? C'est l'exigence de production, d'essayer de garder ses revenus Le glyphosate, c'est surtout un problème d'argent.
Je veux dire, s'il n'y avait pas des intérêts économiques aussi importants derrière, on aurait trouvé d'autres solutions. Et on a travaillé avant le glyphosate, les agriculteurs existaient avant, et puis ils ne sont pas morts pour ça. Donc voilà, à partir du moment où on laisse les problèmes économiques prendre la main sur les problèmes techniques et puis sur la vie des gens, on arrive à ces résultats. Et on l'a eu dans plein d'autres choses que l'agriculture. Il nous reste peu de temps, 1 minute 30, dans cette émission un peu, vous l'avez vu, compliquée avec les conditions météo, les choses comme ça, mais c'est le jeu quand on a envie d'aller sur le terrain pour échanger. Quelques mots, Robin Villemen. Vous êtes le sociologue, donc vous êtes le chercheur qui avait une vision sur le monde agricole. On est vraiment à une charnière. Ça peut être notre mot de la fin. Il va se passer des choses ou pas? Fort. Je ne pense pas être le seul ici à avoir une vision sur l'agriculture. Non, mais vous êtes un peu neutre. Vous êtes un peu notre casque bleu, finalement. Oui. Ce qu'on voit, c'est que d'un côté, il y a une agriculture numérique, de précision qui se développe, qui va très bien avec l'agrandissement des exploitations, qui va très bien avec des firmes agro-industrielles qui vont pouvoir fournir ça. Des connaissances qui vont être mises à l'intérieur des outils techniques. Et puis il y a un autre modèle qui se revendique plus de l'agroécologie, où les connaissances sont plus dans les personnes, une connaissance fine des choses, et que ça va plus de pair avec des petites structures. Et donc demain, est-ce qu'il y aura les deux? Et dans quelle mesure c'est compatible ou même hybridable? Ouais. Et c'est un peu ces grandes questions qui se posent actuellement. Alors les questions derrière sont politiques, dans quoi investir? Allez, ce sera le mot de la fin, c'est pas mal de terminer sur cette question. Merci à tous les 5 d'avoir défié les conditions météo pour venir ici. Merci à Agnès et Patrice Brocard de nous avoir accueillis dans leur ferme ici à Dracy-Saint-Loup. Bon dimanche, au revoir et merci. Aujourd'hui,